Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport. Restez avec nous, on est parti. Et on commence par du football. Le Real Madrid termine l'année 2014 avec un nouveau titre. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont remporté la Coupe du Monde des clubs à Marrakech. Une victoire 2-0 face aux Argentins de San Lorenzo. Les prières du pape François, supporters de cette équipe championne d'Argentine, n'ont rien pu faire. Face au leader de la Liga, les deux hommes du match, Sergio Ramos et Gareth Bale, le Real Madrid qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions confirme donc son excellente saison avec cette 22e victoire consécutive. Ce trophée que les hommes de Carlo Ancelotti décrochent pour la première fois et le 4e de l'année après la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Europe. Après ce succès espagnol, l'Europe compte désormais 7 titres mondiaux contre 4 pour l'Amérique du Sud. Le récit de Michael Friedman et de Samuel Calvo. Les champions européens du Real Madrid ont battu les vainqueurs de la Copa Libertadores, c'est de l'équipe de San Lorenzo dans le cadre du mondial des clubs à Marrakech. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, était présent pour ce match. Toute l'attention était pourtant portée sur le terrain. Le Real Madrid, comme à son habitude, a offert un jeu très rapide et Gareth Bale a tenté une frappe contrée par le gardien de San Lorenzo, Sébastien Torrico, pour offrir un corner. Toni Kroos a offert une magnifique passe à Sergio Ramos qui a marqué pour le côté espagnol et assuré une domination, 1-0 avant la mi-temps. Le Real revient des vestiaires gonflé à bloc. Bale glisse le ballon derrière le gardien argentin et assure une victoire 2-0 à la Casablanca. Au coup de sifflet final, les Madrilènes ont célébré leur victoire. L'attaquant gallois n'était pas peu fier de sa performance. Ça a été une saison incroyable pour nous, une année exceptionnelle et ça n'est pas fini. Nous avons encore de grands matchs à jouer et nous avons hâte de les disputer. Le champion du monde, Toni Kroos, signe une saison 2014 hors du commun. Je pense que cette année est vraiment spéciale et absolument parfaite. J'ai remporté la Coupe du Monde et cette victoire me permet de finir l'année en beauté. Ramos a été désigné meilleur joueur du tournoi au moment où le Real Madrid était sacré vainqueur. C'est la 22e victoire d'affilée pour les Meringues qui annonce une année 2015 remarquable. Et puis en Espagne, toujours, la chaîne de télévision israélienne Arutz Time a révélé que le club de foot du FC Barcelone ne devrait pas renouveler son contrat financier avec le Qatar en raison du soutien présumé des organisations terroristes. Le sponsoring ramène environ 200 millions de dollars au club. Il doit expirer en 2016. Le deal exposait plusieurs logos qataris sur les maillots des joueurs du Barça, notamment la Qatar Foundation ou bien la compagnie aérienne Qatar Airways. Les dirigeants israéliens ont plusieurs fois accusé le Qatar de financer les activités du Hamas, organisation terroriste qui contrôle la bande de Gaza. Arutz Time a également évoqué des transferts de fonds qataris vers les frères musulmans et le front Al-Nosra et d'autres groupes islamistes. Pendant la guerre qui a opposé cet été le Hamas à Israël, le président israélien Shimon Peres a déclaré que le Qatar était le plus grand sponsor du terrorisme. Allez, on va revenir tout de suite sur le côté sportif du football. On joue en Liga ce week-end. Regardez les résultats. Le Barça, justement, un large vainqueur de l'avant-dernier Cordoue, 5-0. Le Celta Vigo était opposé à Almeria et Eibar à Valence. Les équipes se sont quittées sur le même score, 1-0. Victoire de l'autre club de Barcelone face au Rayo Vallecano, 3-1. Pour l'instant, un seul match nul entre Levante et la Real Sociedad, 1 but partout. Et en France, on joue la dernière journée avant la trêve, la 19e journée de Ligue 1. L'AS Monaco a enchaîné face au FC Metz une 6e victoire d'affilée, 1-0, toute compétition confondue. Rennes a, lui, subi à domicile contre Reims sa 3e défaite de rang. Et la Lanterne Rouge Caen a fait une très mauvaise opération en partageant ses points sur la pelouse de Bastia, sur sa pelouse face à Bastia. Et grâce à sa victoire face à Nice, 2-0, la situation de Lens reste précaire, mais l'année se termine sur une dynamique très encourageante. Allez, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur les terrains anglais. Après 6 victoires de suite, Manchester United a été freiné sur le terrain d'Aston Villa, 1 but partout. L'autre Manchester s'impose sur Crystal Palace, 3-0. Tottenham, 6e, confirme sa victoire de Swansea en battant Burnley sur le même score, 2-1. Très belle victoire de Southampton sur Everton, 3-0. Alors c'est la fin des succès pour Manchester United, on vient de le voir. Ils viennent de se séparer d'Aston Villa sur un score nul, 1 but partout. Après le match, l'entraîneur de l'équipe mancunienne, Louis van Gaal, a souligné l'importance de ce genre de rencontre et a déclaré que son équipe était quand même la meilleure. On l'écoute tout de suite.
On a laissé tomber 2 points. Je pense qu'on était la meilleure équipe et c'est très frustrant de perdre un match de ce type alors qu'on sait qu'on est meilleur que nos adversaires. Quand on veut concourir pour le titre, c'est malheureusement le genre de match qu'il faut gagner. En Allemagne, nouvelle victoire du Bayern de Munich face à Mayence. Le Borussia Dortmund a encore chuté sur le terrain de la Lanterne Rouge, le Werder de Brême. 2-1. Il reste donc relégable. Mönchengladbach s'est incliné. Leverkusen a fait match nul. Je vous propose à présent de partir en Thaïlande, destination très prisée par les touristes, falaises de calcaire, maison sur pilotis au-dessus d'une mer bleu azur. C'est peut-être un petit peu cliché, en tout cas. Ce n'est pas seulement pour ces paysages de rêve que l'île Panier est connue ici. On joue au football et sur un terrain flottant. Découverte de cette discipline qui fait la notoriété de cette île paradisiaque située au sud de la Thaïlande. Un terrain de foot flottant sur une île du sud de la Thaïlande. Ici, à la moindre erreur, le jeu s'arrête et quelqu'un doit se dévouer pour aller chercher le ballon dans l'eau. Mais le site a largement été amélioré depuis sa première version, construite il y a 30 ans, à l'aide de planches de bois avançant sur la mer. Avant, nous devions jouer sur la plage de sable là-bas. Nous devions prendre le bateau et ensuite nous revenions jouer sur le petit terrain flottant en bois où nous devions éviter les clous qui dépassaient. C'était dangereux. Mais nous étions bien obligés de jouer dessus, puisque nous n'avions pas d'autre terrain. Le nouveau terrain flottant a été créé en 2010 pour une campagne publicitaire d'une banque thaïlandaise. Dès la diffusion des spots, il est devenu une attraction touristique, redonnant un nouveau souffle à cette petite île paradisiaque. Magasins, entreprises et restaurants ont fleuri sur cette île de pêcheurs et permis de mettre un terme à l'émigration des plus jeunes vers les villes. Les petits boulots sont mieux ici que sur le continent. Les jeunes peuvent plus facilement gagner de l'argent. Ils peuvent gagner des centaines de bahts en conduisant des canoës par exemple. Ils ont de bons salaires et beaucoup de gens venus d'ailleurs viennent s'installer ici. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 10 ans, la population de l'île a augmenté d'1 tiers. Alors même si un nouveau terrain a été construit, le chef de l'île tient à garder sa version flottante. Je pense que nous devons garder le terrain de football flottant pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que nous pouvons dire que c'est unique. Passe courte et précise, dribble soigné, ce terrain aux contraintes si particulières a sans aucun doute fait progresser les joueurs de l'île de Pani. Et en quelques années, le village a accumulé les succès à la fois sur le terrain et au-delà. Vélo à présent, il ne s'agit pas d'une grande boucle, mais de la pratique du vélo en ville. Les grandes agglomérations ont opté pour l'utilisation de ce mode de transport qui est de plus en plus courant pour lutter contre la pollution, pour gagner du temps. Nombreux, en tout cas, sont ceux qui ont voté pour. Alors au choix, modèle personnalisé ou signé par des grands noms de la mode, les vélos haut de gamme sont de plus en plus convoités par une élite urbaine désireuse de pédaler chic, à Paris notamment. Regardez. On ne présente plus les avantages du vélo en ville. En revanche, pédaler chic à Paris ou ailleurs, ça, c'est dans l'air du temps. La maison de luxe Hermès a lancé il y a 8 mois le flâneur, avec plus récemment le flâneur sportif. Aspect simple et classique, cadre en fibre de carbone et courroies silencieuses, 8 vitesses, le tout pour un peu plus de 8 000 €. Et c'est un succès, le luxe ne connaît pas la crise. Aujourd'hui, on est tout à fait en phase avec les objectifs qu'on s'était fixés. On a une vraie attente en fait, de nos marchés qui font que effectivement, notre production aujourd'hui tourne à plein pour essayer de répondre. À Tokyo, le vélo chic peut monter jusqu'à 15 000 €. Un fabricant de yachts propose des bicyclettes en bois d'acajou qu'il vend à des clients japonais ou étrangers. Un petit bijou, chaque pièce nécessite 3 mois de travail. La fabrication des bateaux est le savoir-faire que m'ont laissé mes ancêtres. Aujourd'hui, je l'utilise pour fabriquer des vélos. Et je crois que c'est la première fois que le monde entier reconnaît le talent nippon dans ce domaine. C'est pour ça que même si ça ne me rapporte pas beaucoup d'argent, je me dois de continuer de le faire. Une autre façon de concevoir le haut de gamme, c'est aussi de personnaliser son vélo.
Bruno Urvois, qui a ouvert la boutique Ansel Marcel, dans le centre de Paris, l'a bien compris. Il vend des vélos, mais aussi tout un tas d'accessoires pour les amateurs qui ont envie d'un modèle plus personnel. Ce qu'on peut trouver, c'est des jolies sonnettes peintes à la main au Japon, c'est des petits porte-monnaies en cuir, c'est des porte-clés en cuir, des petits cyclistes de collection en plomb peints à la main comme on avait quand on était petit. Je crois qu'on a des petits trombones en forme de vélo. Ainsi, le vélo devient, comme la voiture, la montre ou les chaussures, une vitrine du statut social qui permet d'afficher son style de vie. L'Amérique est secouée par des troubles sociaux graves. Entre blancs et noirs, le torchon brûle pour la énième fois dans l'histoire des États-Unis après l'affaire Michael Brown et la récente bavure policière qui a coûté la vie à Eric Garner. C'est toute la communauté afro-américaine qui est concernée. Les basketteurs ont donné le signal de mobilisation en affichant leur soutien sur un t-shirt pas comme les autres. LeBron James, Kobe Bryant et Derrick Rose, ils bravent tous les interdictions de la NBA pour s'insurger. Lise Barenbaum revient sur ces événements. Tout a commencé avec Derrick Rose et un simple t-shirt noir. Samedi 6 décembre, le meneur des Chicago Bulls s'échauffe avec un accoutrement inhabituel. Dessus 3 mots, « I can't breathe », les derniers mots prononcés par Eric Garner, mort en juillet alors qu'un agent de police essayait de le maîtriser en l'étranglant à New York. Un événement qui a réveillé les vieux démons de la société américaine. Cette tragédie a soulevé beaucoup de questions difficiles. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour y répondre, pour arranger les choses, pour avancer. Un peu plus tôt dans la semaine, un grand jury avait décidé de ne pas renvoyer devant un tribunal l'agent incriminé. Des manifestations ont eu lieu dans tout le pays et les mots d'Eric Garner sont devenus un véritable slogan contre la discrimination raciale. Le message, c'est que toutes les vies comptent. La vie noire compte, la vie des Noirs compte. Et jusqu'à ce que le gouvernement fasse quelque chose, nous allons manifester, protester, nous allonger, nous asseoir, nous insurger, jusqu'à obtenir justice. LeBron James et ses coéquipiers des Cavaliers ont aussi franchi le pas en affichant cette phrase sur leur poitrine juste avant un match contre les Nets de Brooklyn le 8 décembre dernier. Leurs adversaires des Nets ont fait de même juste avant de poser pour une photo avec le rappeur Jay-Z. Une décision que James justifie en quelques mots. Notre société doit mieux faire, nous devons mieux nous comporter les uns avec les autres, peu importe la couleur. L'association Justice League New York a téléguidé cette prise de position pour faire passer un message à un large public. Public d'autant plus large que le prince William et son épouse Kate assistaient au match. Le lendemain de la rencontre, le rappeur Jay-Z a commandé un autre carton, destination inconnue. Quelques heures plus tard, plusieurs joueurs des Lakers, dont Kobe Bryant, ont les mêmes t-shirts sur le dos. En NFL, les footballeurs américains de Saint-Louis affichent le slogan comme le défenseur David Joseph, qui a publié une photo de ses crampons grimés sur Twitter. Son équipe est entrée sur le terrain avec les 2 mains levées, en écho au « Hands up, don't shoot », les mains en l'air, ne tirez pas, qui ont résonné dans les rues de Ferguson après la mort de Michael Brown. En 1968 déjà, les sportifs afro-américains John Carlos et Tommy Smith montaient sur le podium du 200 mètres des JO de Mexico avec un gant noir, le poing levé. Un signe de ralliement au mouvement des droits civiques à l'époque. La NBA n'a pas entrepris de commission disciplinaire contre ses joueurs et la mobilisation des sportifs noirs pourrait encore durer longtemps, car certains géants de NBA semblent ne plus pouvoir respirer. Et quelques mots de surf à présent. Gabriel Medina a gagné le premier titre de la discipline attribuée au Brésil lors des Pike Masters d'Oahu à Hawaï. L'Australien Mick Fanning et le Brésilien Alejo Muniz espéraient ravir le titre à Medina. Mais le surfeur de 20 ans a été le plus fort. En 2014, il a déjà gagné d'autres événements aux îles Fidji, à Tahiti. Il est le premier jeune homme de cet âge à gagner un titre mondial depuis Kelly Slater en 1992. Je vous propose tout de suite de l'écouter, ce champion. C'est incroyable, je ne trouve pas de mots pour décrire ce qui m'arrive, tous ces gens qui me supportent en ce moment. J'aime cette foule, j'aime mon sport et tout ce qui m'arrive est un rêve.
Puis sport d'hiver à présent, regardez ces images de snowboard. La championne américaine de 17 ans, Ty Walker, est la première femme à avoir gagné la Coupe du Monde de snowboard Big Air à Istanbul en Turquie. 10 000 personnes étaient présentes pour assister à son triomphe. Du côté des messieurs, c'est le Belge Sepp Smith qui a remporté le second titre de sa carrière. Les prochaines épreuves auront lieu après le break hivernal en Autriche en janvier, du 15 au 25 janvier prochain. Et puis c'est la saison, donc on va parler de ski acrobatique à présent. Double succès pour la Chine à l'ouverture des compétitions de la Coupe du monde de ski freestyle. Meng Tao et Guang Pu ont respectivement gagné chez les dames et les messieurs à domicile à Pékin. Chez les Russes, à noter la performance de la jeune Ilya Bourov qui a réussi à monter sur la 3e marche du podium. La compétition se poursuit dans la capitale chinoise avec la première épreuve par groupe de ski aérien. Et puis en cette fin d'année, évidemment, on va parler de ski avec l'américaine Lindsey Vonn qui a gagné 2 des 4 courses de descente de la Coupe du monde féminine à Val d'Isère en France. Belle performance puisqu'elle rentre d'une blessure au genou qu'elle avait justement contractée sur une descente à Val d'Isère, c'était l'année dernière. C'est la 61e victoire en Coupe du monde pour l'américaine. Ce qui ne la laisse qu'à une longueur de la recordman mondiale Anne-Marie Mother-Powell. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour le Journal du foot avec Emmanuel Petit. Nous décrypterons ensemble les résultats du championnat européen. En attendant, restez avec nous car l'info, c'est maintenant et c'est sur i24 News.